There's different ways of puncturing through that political culture. Obviously, the most important way is to Il existe diverses méthodes pour pénétrer la culture politique. La plus efficace est d'organiser des manifestations et de fournir une éducation populaire. Une partie clé de ce processus consiste à approcher directement les politiciens et à poser les questions que d'autres médias évitent. Il est clair qu'il y a une demande pour cela. Le partage généralisé de la vidéo démontre que, contrairement à certaines représentations médiatiques suggérant que le public n'est pas intéressé par ces questions, en réalité, la nature virale de la vidéo indique que le public est effectivement intéressé par ces questions. Je crois que la simple question posée au ministre des Sports est la principale raison du haut niveau d'intérêt. Les gens se posent ces questions, mais il n'y a pas beaucoup de plateformes populaires pour les poser. and there's not really much of a popular outlet for asking them. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and I'm joined today by Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, je suis rejoint par Yves Engler, un auteur et activiste canadien. Il a écrit 12 livres, dont la plupart se concentrent sur la politique étrangère canadienne. Ces 4 derniers livres sont intitulés « Un système de propagande. Comment les corporations gouvernementales, les médias et l'académie vendent la guerre et l'exploitation, gauche-droite, marchant au rythme de l'impérial Canada, Maison des miroirs, la politique étrangère de Justin Trudeau, et plus récemment, se tenir sur ses gardes pour qui? Une histoire populaire de l'armée canadienne. Yves, merci de me rejoindre ce soir. Je n'ai appris à vous connaître et à connaître votre travail que la semaine dernière. Cependant, après avoir recherché ce que vous avez fait, je dois dire que j'admire beaucoup votre approche. Vous avez fait de l'analyse de la politique étrangère canadienne et de la propagande votre travail, et vous l'avez combiné avec un activisme efficace et courageux. Commençons par votre action la plus récente il y a une semaine lorsque vous avez surpris le ministre canadien des Sports, Pascal Saint-Onge. Canadian Minister of Sport, Pascal Saint-Onge. Madame Saint-Onge, I have a question for you. You've said you don't want Belarusian and Russian. Madame Saint-Onge, je souhaite vous poser une question. Vous avez mentionné que vous ne voulez pas d'athlètes de la Biélorussie et de la Russie aux Jeux Olympiques. Je m'excuse, je pose simplement une question à la ministre. Elle est la ministre des Sports. Elle ne veut pas que les athlètes de Russie ou de Biélorussie participent aux Jeux Olympiques internationaux ou à d'autres événements sportifs. Mais, aviez-vous la même opinion lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak? Et l'Afghanistan? Qu'en est-il des athlètes du Canada après que nous ayons bombardé la Libye ou l'Afghanistan? Pourquoi ne répondez-vous pas à la question? C'est une question très directe. Ministre Saint-Onge, c'est une question très directe. Qu'en est-il des athlètes d'Israël? Israël occupe les terres palestiniennes depuis 50 ans, c'est un état d'apartheid. Avez-vous envisagé d'interdire les athlètes israéliens? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone. Why can't you answer the question? Non, si vous avez des questions, no, excuse me. si vous avez des questions, Why can't you answer the question? si vous avez des Why questions, won't you answer the question? Cette vidéo est devenue virale. Pourquoi avez-vous choisi cette question spécifique et quelle était votre interprétation de son silence? Basically, I have been going to press events or events in general with different ministers now for. J'assiste à des événements de presse ou à des événements généraux avec divers ministres depuis plus d'1 an maintenant. Avant la pandémie, pendant quelques années, nous avions un groupe nommé Disruption Network Canada. Nous nous concentrons principalement sur les problèmes que les médias grand public ont tendance à négliger, en particulier les discussions critiques sur la politique étrangère canadienne. Nous présentons ensuite ces problèmes aux politiciens. Dans ce cas, je vois une double norme claire. Les athlètes russes et biélorusses sont exclus des compétitions sportives, tandis que les athlètes américains ne sont pas soumis au même traitement. Cela malgré le fait que les États-Unis sont impliqués dans des activités qui entraînent la perte de vie. La réponse de la ministre a été décevante. Elle n'a pas bien géré la situation. Elle aurait simplement pu partir au moment où j'ai commencé à lui poser la question. But she stopped and listened to the question and then smirked and kind of ran for the door when she realized the question was going to be about. Mais elle s'est arrêtée et a écouté la question. Puis elle a souri d'un air narquois et s'est rapidement dirigée vers la porte lorsqu'elle a réalisé que la question portait sur ce double standard flagrant. Je pense qu'elle s'est embarrassée elle-même, le gouvernement, et surtout, l'ensemble de l'établissement médiatique. Le fait que moi,
quelqu'un qui n'a pas d'accès direct au ministre et qui n'est pas un journaliste formel, soit la première personne à poser cette question est surprenant. Cela fait plus d'1 an maintenant, et les médias ne tiennent pas du tout les politiciens responsables lorsqu'il s'agit de questions de politique étrangère. Ce manque de responsabilité est une raison significative pour laquelle ils peuvent continuer avec cette politique étrangère canadienne agressive, impérialiste et militariste. Continue on with this aggressive, imperialistic, militaristic Canadian foreign policy. So where do you think it's coming from, that silence of hers and that obvious double standard? And let's just be clear. Alors, d'où pensez-vous que proviennent son silence et ce double standard flagrant? Clarifions quelque chose. Le Comité international olympique a déjà interdit à la Russie de participer aux Jeux olympiques, n'est-ce pas? Cependant, ils ont déclaré, comme d'habitude, que les athlètes russes peuvent concourir sous un drapeau neutre. Maintenant, le gouvernement canadien, le gouvernement américain et plusieurs autres gouvernements occidentaux critiquent cela. Ils font pression sur le CIO pour interdire complètement à tous les détenteurs de passeports russes toute interaction aux Jeux olympiques, n'est-ce pas? Ces normes ne sont pas appliquées à d'autres criminels de guerre ou à des pays qui ont commis des crimes de guerre en vertu de la Charte des Nations Unies. D'où cela provient-il et pourquoi est-ce si ouvertement flagrant, mais personne n'en parle? Why is it so blatantly open, out in the open and nobody talks about it? It's reflective of the broad. Cela reflète un problème plus large dans notre culture politique. Actuellement, au Canada, nous avons une discussion majeure sur l'ingérence étrangère, spécifiquement l'ingérence chinoise présumée. En même temps, le gouvernement canadien fait partie d'un groupe connu sous le nom de Groupe Central. Ce groupe est composé d'ambassadeurs étrangers en Haïti. Le but principal du Groupe Central est de gérer les affaires haïtiennes. L'intervention est flagrante et formalisée dans ce groupe officiel. Ce groupe gouverne plus ou moins Haïti depuis les 20 dernières années. Il est originaire des États-Unis, du Canada et de la France qui ont renversé le gouvernement élu. En 2006, nous avons fait un effort significatif lors des élections pour essayer d'empêcher un candidat particulier de gagner. Lors des élections de 2010 en Haïti, nous avons pris la décision consciente qu'un certain politicien devrait être dans le second tour des élections. L'ampleur de l'ingérence canadienne en Haïti, que ce soit à une échelle politique large ou spécifiquement au sein des élections, est bien plus grande que les revendications les plus exagérées d'ingérence chinoise au Canada. Cependant, vous ne trouverez pas un média qui en discuterait même. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il est difficile de trouver un média qui couvre cela. Je crois que je suis le premier journaliste, peut-être même d'un pays du G7, à interroger le ministre des Sports à ce sujet. Je lui ai demandé quel était le principe moral derrière ces actions. Oui, ce que la Russie fait en Ukraine viole clairement la Charte des Nations Unies. C'est indéniablement brutal. Les actions des États-Unis en Irak, où des milliers de soldats américains sont toujours présents, ne sont pas simplement des événements qui se sont produits il y a 20 ans. Les actions américaines en Irak étaient une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, entraînant la mort de nombreuses personnes. En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, il y a un contexte à considérer. Il y a une provocation de l'OTAN et il y a des préoccupations de sécurité russes. Ces préoccupations ne justifient pas les actions de la Russie, mais elles existent. En revanche, l'intervention américaine en Irak, qui est à l'autre bout du monde, n'a aucune préoccupation de sécurité légitime pour les États-Unis. C'est la réalité de la culture politique. Il existe différentes façons de contester cette culture politique. La plus efficace est d'organiser des manifestations et de promouvoir l'éducation populaire. One of those pieces within puncturing that political culture is, going to the politicians themselves and L'un des aspects clés pour contester la culture politique implique d'approcher directement les politiciens et de poser les questions que d'autres médias évitent. Il y a clairement une demande pour cela, comme en témoigne la portée généralisée de la vidéo. Cela contredit le récit que certains médias présentent, suggérant que le public n'est pas intéressé par ces questions. En réalité, la nature virale de la vidéo indique que le public est effectivement intéressé par ces questions. La simple question posée au ministre des Sports est un exemple parfait de cela. Elle a suscité beaucoup d'intérêt parce que les gens se posaient ces questions sans avoir une plateforme populaire pour les exprimer. J'ai vu votre appel Zoom d'il y a 2 jours avec votre groupe discutant de la politique étrangère canadienne. Vous avez mentionné que la vidéo a reçu environ 1,2 million de vues en arabe, n'est-ce pas? C'était via Al Jazeera ou une plateforme similaire.
Il est donc clair que non seulement le public domestique au Canada et aux États-Unis est intéressé par cela. Des personnalités comme Jimmy Dore et d'autres font également partie de cette gauche domestique qui aime dénoncer ces doubles standards. De plus, la communauté internationale est également engagée, avec une part significative de personnes qui voient à travers ces incohérences. Ils n'y croient plus. Je veux dire, oui, en Occident, et peut-être même ici au Japon, un nombre significatif de personnes ignorent toutes les autres violations du droit international commises par l'Occident et les États-Unis. Cependant, beaucoup d'autres en sont conscients parce qu'ils ont souvent été à la réception, surtout dans les pays en développement. Combien de temps pensez-vous que le Canada et les États-Unis peuvent continuer cette mascarade? Parce que, vous savez, ils perdent rapidement des personnes qui croient encore en leur version de la réalité, qui est maintenant fortement déformée. Well, I mean, the history of Western imperialism is a fairly long one, so they've been able to get. Eh bien, l'histoire de l'impérialisme occidental est assez longue, ils ont donc réussi à continuer cela pendant longtemps. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas dans la formalisation du colonialisme par rapport au néo-impérialisme et à des concepts similaires. Oui, je suis tout à fait d'accord que les populations à l'autre bout ne croient pas l'affirmation selon laquelle le Canada essaie simplement d'aider Haïti. Les gens en Haïti manifestent devant l'ambassade canadienne à Port-au-Prince. Ils y jettent des pierres et parfois même des cocktails Molotov. Ils brûlent des drapeaux canadiens et autres. Donc, ils peuvent voir au-delà de la rhétorique du gouvernement canadien. But how long it can continue on? I mean, I think that's to a large extent in the hands of the populations in the imperial core. Now, mais combien de temps cela peut-il continuer, je crois, dépend en grande partie des populations au cœur de l'Empire. Aujourd'hui, les changements de dynamique géopolitique et l'affaiblissement de la domination des États-Unis sur le monde peuvent modifier ces dynamiques. L'émergence d'autres blocs peut également affaiblir la capacité des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN à dominer et à contrôler le récit. Mais actuellement, en relation avec la Chine, et dans un contexte différent avec l'Ukraine, nous assistons à une vague de propagande intense. Cela semble préparer un éventuel conflit ouvert avec la Chine. C'est de plus en plus la direction que nous prenons. Wave of really intense propaganda of preparing for potentially. Au cours de la dernière année, nous avons observé une tendance remarquable dans la couverture médiatique canadienne de l'Ukraine. Le contexte, que certains grands médias ont rapporté avant l'invasion de la Russie, est souvent négligé. Ce contexte comprend la poussée du Canada pour l'expansion vers l'est de l'OTAN. Il comprend également le rôle du Canada dans le renversement de Viktor Yanukovych en 2014. Yanukovych était le président élu qui préconisait que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN. De plus, l'implication du Canada dans la formation du bataillon Azov et des néo-nazis pendant plusieurs années fait également partie de ce contexte. Cependant, la plupart des grands médias hésitent à discuter de ces aspects. Ils évitent de les discuter dans le contexte de l'approvisionnement en armes en cours et de l'escalade des tensions. All of that context is mostly just the dominant media is not willing to discuss that in the context of. En ce qui concerne la Chine, la situation est plutôt alarmante. Hier soir seulement, un membre sino-canadien du Parlement a dû quitter le Parti libéral. Il est accusé d'être un agent du gouvernement chinois. On l'accuse également de tenter de maintenir 2 Canadiens, connus sous le nom des 2 Michaels, en prison en Chine. En surface, cela n'a aucun sens. Ces accusations proviennent d'agences de renseignement qui fuient des informations vers les médias. Donc, je crois que nous vivons une période de tensions géopolitiques accrues qui se manifestent de manière agressive. On the surface of it, makes absolutely no sense. It's coming from these intelligence agency leaking to media outlets. So I think we're going through. La sphère médiatique unilatérale, par exemple, a rejoint cette cause. C'est évident dans le cas de l'OTAN, dans le cas de la guerre par procuration de l'Ukraine avec l'OTAN, et dans le cas de la Chine. Ils ont rejoint cette offre pour contenir la Chine. Cependant, le contexte est souvent omis. Par exemple, le Globe and Mail, qui est le journal national le plus important ici, je ne pense pas avoir vu un seul article sur le 20e anniversaire de l'invasion américaine en Irak. Ils ont complètement ignoré le 20e anniversaire. Ils n'ont même pas approfondi comment le Canada a réellement participé à la guerre, malgré les affirmations selon lesquelles le Canada n'a pas participé. Ils ont également ignoré la violation du droit international par les États-Unis.
going into how Canada actually participated in the war, despite the claims that Canada didn't participate, but they didn't just ignore the. Alors, si votre lecteur moyen, dans le cas du Globe and Mail, est supposément sophistiqué et qu'il n'entend même pas ce contexte, c'est préoccupant. Le fait que les États-Unis aient environ 800 bases militaires dans le monde est significatif. De plus, les dépenses militaires américaines sont à peu près équivalentes à celles des 10 plus grands pays combinés. Les États-Unis ont poursuivi de nombreuses politiques en Europe de l'Est qui sont uniquement conçues pour escalader les tensions avec la Russie. Ils mettent également en œuvre des politiques autour de la Chine, de Taïwan, des Philippines, du Japon, de la Corée et de la région. Ces politiques sont conçues pour contenir la montée de la Chine. So if your average reader doesn't hear any of this, but they hear a whole lot of Canada's just. Alors, si votre lecteur moyen n'entend rien de tout cela, mais entend beaucoup parler des efforts du Canada pour défendre l'ordre international fondé sur des règles, cela peut créer une vision déformée du rôle du Canada. Il pourrait penser que le Canada essaie seulement de protéger Taïwan d'une éventuelle agression chinoise et l'Ukraine d'une agression russe. Alors, comment corrigeons-nous ce malentendu ? Nous avons les moyens de communiquer et de percer le biais dans les médias dominants. Cependant, c'est toujours une tâche difficile. La seule façon de le faire est de travailler dur. Nous devons travailler aussi intelligemment et créativement que possible. Nous devons diffuser des informations critiques et construire des organisations et des mouvements politiques. Ces organisations et mouvements ne devraient pas simplement se rendre face aux récits dominants. Not just a cow in the face of the dominant narrative. These narratives are so incredibly strong. Ces récits sont incroyablement forts. J'ai entendu lors de votre appel Zoom il y a 2 jours, comment le rôle du Canada dans la guerre en Irak est bien documenté. Le Canada ne figurait pas sur la liste des pays soutenants. Il ne s'est pas officiellement inscrit à la coalition des volontaires. Cependant, le soutien apporté à l'opération militaire était significatif. Le soutien au niveau politique était également substantiel. Tout cela peut facilement être ignoré ou occulté dans les médias. Nous voyons cela se produire, n'est-ce pas? Nous le savons à partir du passé, d'événements comme la Seconde Guerre mondiale, les crimes des années 60 et 70, et la guerre du Vietnam. Crimes of the 60s and 70s and Vietnam. And then 30 years later, all of this comes out and people write like nice little history books. Puis, 30 ans plus tard, toutes ces informations sont révélées et des gens écrivent des livres d'histoire concis à ce sujet, mettant fin à la question. Cependant, au moment où les crimes sont commis, lorsque ces crimes flagrants contre le droit international se produisent dans les pays occidentaux, c'est alors qu'un blackout médiatique est possible. C'est encore possible, même à l'ère d'Internet, et même à l'ère de YouTube, où cette discussion sera partagée. Vous avez écrit un livre sur la propagande en 2016. Comment pensez-vous que nous pouvons briser ce mécanisme? Comment pouvons-nous perturber ce récit auto-renforçant créé par les puissants et les médias? Narrative creation of the powerful and media. Je crois que c'est à travers le travail et l'activisme. Vous devez créer une liste de tâches. Par exemple, la création de médias alternatifs en est une. Il ne s'agit pas de créer des organisations qui défient les médias dominants actuels. Aux États-Unis, il existe des organisations de FLAC. Medialance est au Royaume-Uni et FAIR est aux États-Unis. Ces organisations écrivent des critiques des médias lorsqu'ils publient des articles ou des commentaires à sens unique. Une autre tâche est de construire des groupes de réflexion qui ne se contentent pas de se soumettre au pouvoir. Commentary or articles. Then there's building up the think tanks that are not just deferent to power. Alors, ce que j'ai découvert lors de mes recherches pour mon livre de 2016 sur le système de propagande, c'est que la structure de la mythologie et la structure des idées de la politique étrangère canadienne sont bien établies. Ils ont des financements militaires et des programmes universitaires. L'armée fournit des fonds pour les groupes de réflexion. L'armée a également la plus grande équipe de relations publiques du pays, avec plus de 600 personnes travaillant à plein temps sur les relations publiques pour l'armée canadienne. Les compagnies minières financent également bon nombre de ces groupes de réflexion. L'un des mineurs canadiens les plus notables a établi le programme académique le plus important pour les études d'affaires mondiales à l'Université de Toronto. Donc, c'est profondément enraciné. C'est une entité massive. The most important academic global affairs studies
program at the University of Toronto. So it's very well. Ce n'est pas aussi simple que de leur dire la vérité et de s'attendre à ce que tout le monde la rapporte. Le processus est très auto-renforçant. Y pénétrer n'est pas facile. Les personnes qui tentent de suivre les voies officielles de la politique étrangère académique sont souvent confrontées à des défis. Il y a quelques voix critiques, mais la plupart sont écartées des institutions dominantes. Cependant, il est possible de faire une différence. Cela a déjà été fait. Il y a eu des moments où les gens ont été mobilisés dans les rues et les barrières ont été abattues. Les médias sont puissants, mais ils ne sont pas invincibles. There are definitely times where you mobilize people on the streets and you break down. The media is, powerful, but it's not all powerful, and so you can break down what people. Ainsi, les gens peuvent influencer ce que les autres entendent en provoquant des perturbations, en protestant et en étant quelque peu bruyants et difficiles à gérer. Cependant, c'est une tâche importante et les individus ne peuvent faire que tant dans ce cadre. Pourtant, il est possible de présenter des récits alternatifs. En ce qui concerne spécifiquement la politique étrangère canadienne, j'ai observé au cours des dernières décennies que la prise de conscience à l'extrême gauche est beaucoup plus forte en termes de critique. Il y a eu de nombreux livres et des centaines, probablement des milliers, d'articles au cours des dernières décennies qui sont critiques de la politique étrangère canadienne. At the radical left end is much stronger in terms of critical. There's been many books, hundreds of articles in the past couple decades, probably thousands. Quand j'ai commencé à me concentrer sur la politique étrangère canadienne au début des années 2000, ce n'était pas comme ça. La communauté de gauche était plus dédiée à l'idée que le Canada était une force mondiale bienveillante. Maintenant, il y a un groupe au sein de la gauche académique, une gauche radicale sur Twitter, qui comprend que la politique étrangère canadienne est essentiellement axée sur le soutien à l'Empire et le soutien aux intérêts des entreprises canadiennes. C'est un petit pas. De toute évidence, il y a beaucoup de travail à faire, mais ce petit pas fait partie d'un projet plus vaste d'infiltration du courant dominant. Pensez-vous qu'il existe des moyens pour des activistes comme vous et d'autres qui écoutent ce podcast de collecter des fonds? Je veux dire, d'un côté, nous avons ce gigantesque complexe militaro-industriel extrêmement efficace pour lever des milliards de dollars pour la propagande de guerre. D'un autre côté, il y a des gens comme vous et moi qui luttent contre vent et marée. Cependant, une partie importante de l'économie bénéficie grandement de la paix. Il devrait y avoir un équivalent au complexe militaro-industriel pour la paix. La question est, comment mobilisons-nous cela? Oui, comprendre l'économie politique de ces questions est crucial. Même au sein de la gauche, j'ai travaillé dans un syndicat de 2012 à 2014. Le syndicat a payé pour un employé, dont le coût total était d'environ 150 000 à 160 000 dollars par an. Cela comprenait le salaire, les avantages et les impôts. Ce montant représente à peu près la moitié du budget de l'ensemble du mouvement pour la paix. Donc, même au sein de la gauche, les syndicats ont un nombre significatif d'employés à temps plein. Au Canada, il y a au moins quelques milliers d'employés syndicaux à temps plein. Maintenant, il est clair que les entreprises ont beaucoup plus d'employés à temps plein et beaucoup plus d'argent que les syndicats. Cependant, les syndicats ont quelques fonds, probablement autour d'1 milliard de dollars. C'est le total combiné pour tous les syndicats canadiens à travers le pays. En revanche, le mouvement anti-guerre a probablement entre 300 000 et 1 million de dollars. Cela dépend de la façon dont vous le définissez et comprend tous les différents groupes anti-guerre combinés. Si vous considérez l'un des groupes de réflexion militariste, leur budget est d'environ 3 à 5 millions de dollars. En regardant l'armée elle-même, elle dépense des centaines de millions de dollars pour promouvoir sa perspective. Par conséquent, les questions entourant l'économie politique sont en effet significatives. As you point out, there are capitalist interests that don't want war. There are capitalist interests that see. Comme vous l'avez mentionné, certains intérêts capitalistes ne veulent pas la guerre. Ces intérêts considèrent le conflit comme un obstacle à leur capacité à commercer ou à faire des affaires. C'est évident avec la Chine en ce moment. Une partie importante de la classe capitaliste canadienne veut simplement commercer et profiter des relations avec la Chine. Ils ne veulent pas vraiment augmenter la tension ou potentiellement rompre certains des liens économiques. Cependant,
Ils ne sont pas intéressés à soutenir financièrement des organisations pacifistes, anti-guerre ou anti-impérialistes. Cela entraîne une disparité significative dans les ressources financières. Cette disparité est cruciale pour comprendre pourquoi certains problèmes sont marginalisés. Cela est également observé au sein de la gauche. Financial resources, and that is really important to understanding why certain issues are just, marginalized, and even within the left, we see that. Le mouvement environnemental a effectivement des partisans fortunés. Il y a des individus riches qui font des dons substantiels aux organisations environnementales. Ainsi, le mouvement environnemental dispose d'un financement significatif. Je ne suis pas sûr des chiffres exacts au Canada, mais cela pourrait être d'environ 100 millions de dollars par an. Cependant, lorsque nous regardons le secteur anti-guerre, le financement est assez limité. Mais c'est une partie de la lutte. Ils appellent cela une lutte pour une raison. Cela implique du travail, des défis et la confrontation au pouvoir. Généralement, nous vivons dans un climat où nous ne sommes pas emprisonnés pour avoir exprimé des opinions dissidentes. We're not being thrown in jail for dissenting opinions, so there is a certain degree of a fair bit of liberty on that front. There's all kinds of obviously more subtle ways of. Donc, il y a un certain degré de liberté sur ce front. Il existe de nombreuses façons subtiles de marginaliser les points de vue et les organisations. Cependant, une autre chose à considérer est la question de la poule et de l'œuf. Nous savons qu'il y a des centaines de milliers de Canadiens qui ont des opinions différentes sur certaines de ces questions. Ils ont aussi de l'argent qu'ils pourraient contribuer pour renforcer ces organisations. Ce sont les médias qui remettent en question la perspective dominante. Mais, vous devez les mobiliser et les amener à contribuer. C'est une bataille difficile, mais c'est une bataille réalisable avec assez de travail. It's a difficult battle, but it's a doable one with enough work. And an important one. And you're right. C'est un point important. Vous avez raison. Il y a effectivement des moments où des percées se produisent. Par exemple, le mouvement anti-guerre des années 70 a finalement été la raison de la fin de la guerre du Vietnam. C'est simplement devenu politiquement intenable. L'histoire de Seymour Hersh sur Miley a joué un rôle crucial à cet égard. Il travaille actuellement sur une autre histoire. Nous devrons attendre de voir comment cela affectera tout. Laissez-moi poser une dernière question sur l'activisme, en particulier le mouvement pour la paix en Europe. Le mouvement pour la paix s'est effondré avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il est parti, même des militants de la paix de premier plan et des instituts de recherche, qui étaient autrefois farouchement opposés à toute forme de violence, préconisent maintenant d'envoyer plus d'armes en Ukraine. C'est parce qu'ils voient la Russie comme un empire du mal qui tente de reconstruire l'Union soviétique. Le mouvement pour la paix en Europe est gravement endommagé. Comment est la situation au Canada? Yeah, it's probably even worse. Oui, c'est probablement encore pire. Je veux dire, c'est très marginalisé. Tous les partis politiques représentés à la Chambre des communes sont essentiellement en faveur de l'envoi par le Canada d'un montant sans précédent de dons d'armes dans l'histoire de la politique étrangère canadienne. En un an, le Canada a fait don de plus de 2,26 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Cela s'ajoute au soutien du renseignement, aux forces spéciales canadiennes sur le terrain et aux anciens soldats canadiens qui combattent. Il y a très peu de remise en question de cela. Étonnamment, c'est l'extrême droite qui pose le plus de questions. Le Parti populaire du Canada et Maxime Bernier, un ancien ministre du Parti conservateur, ont pris une direction plus à l'extrême droite. The People's Party of Canada, Maxime Bernier, a former Conservative Party minister who then went to this. Il est l'une des rares voix éminentes qui remettent réellement en question la situation. La situation est assez sombre. Il y a des signes que le public commence à se demander comment le Canada et les États-Unis gèrent ce conflit. Cependant, cela n'a pas vraiment conduit à des manifestations. Par exemple, à Montréal, lors du premier anniversaire de l'invasion de la Russie, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes. La plus grande était à Montréal, avec environ 150 personnes participant au rassemblement. Cela n'est certainement pas comparable aux manifestations pendant la guerre en Irak. Avant la guerre en Irak, il y avait 2 grandes manifestations à Montréal. L'une avait environ 100 000 participants et l'autre peut-être 150 000 ou plus. There were demonstrations in a number of cities. In Montreal was the biggest one. It was about 150 people that showed up for the rally. So it's not certainly, during the Iraq War, before the. Alors, c'est petit comparé à certaines des manifestations historiques. Cependant, il y a eu une sorte de spirale descendante.
Si vous regardez le bombardement de la Libye par le Canada en 2011, par exemple, un général canadien a dirigé ce bombardement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des manifestations de rue contre cela. À cette époque, tous les partis politiques l'ont approuvé. Ils ont voté pour le bombardement de la Libye en 2011. Ainsi, le mouvement anti-guerre s'affaiblit depuis de nombreuses années maintenant. Cela n'a pas commencé avec l'invasion de la Russie. Cela a, bien sûr, empiré et est devenu plus flagrant. C'est parce qu'il y a eu une augmentation du militarisme, mais il y a si peu d'opposition à cela. It has, of course, gotten, I think, worse and more, flagrant because there's such an uptick in militarism, and yet. Mais oui, non, le mouvement anti-guerre au Canada n'est pas dans une très bonne situation en ce moment. Vous savez, aux États-Unis, il y a eu quelques mobilisations. Il y a eu le premier anniversaire. Je pense qu'il y avait 1 millier ou quelques milliers de personnes à Washington, D.C. Puis, il y a quelques jours, lors du 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak, il y a eu une autre manifestation. Je pense, encore une fois, qu'il y avait quelques milliers de personnes. Donc, il y a quelques indices qu'il se passe quelque chose sous la surface. Cependant, à ce stade, cela n'a certainement pas un impact significatif sur la discussion. Non, la même situation se produit en Europe. La droite devient anti-guerre en Allemagne et en Suisse. C'est assez inhabituel. Je crois que c'est quelque chose sur lequel nous devrons nous concentrer dans un avenir prévisible. Yves, où les gens peuvent-ils trouver ton travail? Yves, where can people find your work? I'm on Twitter, so Engler Yves. Je suis actif sur Twitter. Cependant, le meilleur endroit pour me trouver est sur mon site web, yvesengler.com. La plupart de mes articles y sont publiés. Vous pouvez également y trouver des informations sur mes livres et d'autres choses sur le site. J'inclurai tout cela dans la description. Eve, j'espère que nous pourrons parler à nouveau bientôt. Merci beaucoup pour ce soir. Merci de m'avoir invité.